Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça se discute, votre tribune donc d'analyse de l'actualité. Et justement, ce soir, je suis avec Julio Tometti. Bonsoir. Bonsoir Romuald et bonsoir Plateau. Et vous allez bien? Super bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Et voilà. Théodule Moussa, toujours avec nous. Oui, bien sûr, toujours là. Et voilà. Nous aurons certainement la chance d'avoir nos autres invités, Victor Boko et puis Claude Tingbe Azalou. On parlera donc de cet anniversaire donc de la Conférence nationale des forces vives, vous le savez, 32 ans déjà, mais l'on en parle peu. Pourquoi cet état de choses, Julio Tometti? On a l'impression que depuis ce que l'on observe depuis la 25e anniversaire, que chaque année, comment dire, ça s'effrite et c'est comme si on ne remet plus suffisamment les lumières sur le 19 février 1990. Et donc, comme cette année, c'est presque passé inaperçu. C'est presque passé inaperçu. Peut-être que d'autres éléments de l'actualité nationale ont mis la conférence nationale, l'anniversaire de la conférence nationale sous boisseau, ou bien peut-être même le contexte peut-être s'y prête. Parce qu'il faut le dire, qui sont les acteurs qui mettent ça souvent en lumière. D'abord, il faut dire c'est le gouvernement. Il y a aussi, d'une certaine manière, les forces politiques et ensuite, beaucoup plus, même si l'on peut le dire, la société civile à travers les associations, les ONG, notamment les associations de défense des droits de l'homme, de la démocratie, de tout cela. Mais cette année, comme nous l'avons observé dans le paysage politique béninois, il y a une sorte de léthargie un peu partout, que ce soit au niveau des acteurs politiques, qu'au niveau des organisations de la société civile, il y a une sorte de léthargie. Donc, ce qui peut expliquer que l'événement, l'anniversaire de la conférence nationale s'est mué un peu dans cette léthargie ou dans ce silence et ça n'a pas eu l'écho ou le relan que nous avons l'habitude d'observer. Parce que pour nous, il s'agit chaque fois, ça nous replonge en fait dans le passé pour mieux apprécier ou bien pour mieux avoir la posture qui sied aux événements présents et mieux envisager l'avenir. Parce que, en fait, chaque fois que ça vient, c'est l'occasion pour nous de faire le diagnostic, en fait, de l'état des lieux, comment dire, du bénéfice de ce que nous avons pu garder, d'accord, de la conférence nationale, notamment le système démocratique que cela a rejanté. Maintenant, l'autre chose, on pourrait penser que chaque fois quand l'occasion vient, c'est le moment de faire un diagnostic. Et qui dit diagnostic dit force et faiblesse. D'accord. Donc certainement, l'exécutif, qu'on le veuille ou pas, sera pointé du doigt par rapport aux faiblesses. Et il faut dire, en termes de faiblesse aujourd'hui, il n'en manque pas. Bon, on pourrait, certains observateurs pensent que, justement, on a tellement parlé de ces travaux. Il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que la conférence nationale a eu lieu, donc les travaux se sont déroulés du 19 au 28 février 1990, bien évidemment. Aujourd'hui, ça fait 32 ans. Et donc, Théodule Moussa, peut-être on en a trop parlé. La conférence nationale. Je dirais non, on n'en a pas trop parlé. La conférence nationale, quoi qu'on dise, reste cette boussole pour le Bénin, parce que vous vous souvenez que c'est bien évidemment à partir de cette conférence nationale que beaucoup de choses ont changé dans le pays en termes de renouveau. D'abord, on a parlé d'abord du renouveau démocratique. Ça a été, je dirais, le point de départ d'une nouvelle forme de gouvernance, d'une démocratie que nous avons appris et qu'on continue d'apprendre parce que est-ce que véritablement, quand je parle de démocratie, il y a les spécialistes de la question, des questions électorales, les questions politiques qui se demandent est-ce que véritablement nous sommes prêts pour la démocratie? Est-ce que c'était la démocratie qu'on avait démarré, comme le consultant politique aussi, d'un consensus, d'un compromis, je dirais. Il n'y a pas eu de consensus, mais les acteurs se sont entendus pour en finir avec un pouvoir qui avait
reconnu en lui-même ses limites, déjà. Est-ce que vous comprenez? Alors, effectivement, Julio l'a abordé tout à l'heure. Si cette année et l'année passée, de plus en plus, ça s'étiole. Ça s'étiole effectivement, on n'en parle presque plus. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce que le pouvoir en place, à un moment donné, a compris que, oui, ça a été une boussole, mais qu'il faut dépasser, aller plus au-delà de ce que la conférence nous a offert et voir aujourd'hui les choses sous une autre dimension, sur des dimensions beaucoup plus perspectives, parce que on a compris que par le passé, c'était qu'on voulait régler un problème. Pourquoi pour la responsabilité ou pour cette souvenance-là, on pense surtout au gouverneur? Pourquoi, alors que, véritablement, Julio l'a rappelé, il y a des organisations de la société civile, par exemple, qui se sont spécialisées, par exemple, en ce qui concerne les droits humains, en ce qui concerne un certain nombre de choses. Pourquoi ne pas, justement, interpeller ces personnes également qui pourraient profiter de cet anniversaire pour faire le point un peu de notre marche démocratique? Oui, d'abord, le gouvernement, j'en venais là, il y a effectivement que cet événement d'exposition des œuvres d'art, cet événement a occupé les esprits. Quoi qu'on dise, c'était un grand événement. Mais à côté de ça, et c'est en cela que je vous donne raison, les partis politiques, c'est vrai que les partis politiques qui étaient là au lendemain donc de cette conférence, à part le PRD qui est encore là, il y en a presque plus aujourd'hui, mais les partis politiques devraient s'en saisir et en faire leur problème, faire le bilan de ce que nous avons comme acquis, de ce qui a changé, de ce qu'on peut apporter de nouveau. Mais également la société civile, quoi qu'on dise, parce qu'il y a des organisations qui sont spécialisées, effectivement, dans les questions des démocraties, de droits de l'homme, etc., qui devraient s'en approprier et, c'est-à-dire, enseigner la jeune génération par rapport à tout ce qui s'est passé. ETélé a toujours fait cette pédagogie pendant plusieurs années en organisant des émissions spéciales, en évitant les acteurs qui étaient au cœur donc de la chose pour donner beaucoup plus de visibilité. Je crois que la société civile avait bien évidemment son rôle à jouer. Malheureusement, il y a ce silence, cette désuétude, ce silence qui inquiète, qu'on se demande est-ce que nous n'avons plus souvenance de ce que la nationale des forces vives de la nation a été pour le Bénin? Est-ce qu'on n'a plus souvenance de ça ou on est en train de passer à autre chose alors que la réalité est là, quoi qu'on dise, c'était un point de départ. Voilà, un point de départ, une étape importante. Voilà, Victor Boko nous a rejoint entre-temps. Bonsoir à vous. Et bonsoir le plateau et bonsoir également à tous ceux qui nous suivent. Voilà, on parle donc de cet anniversaire, 32e donc anniversaire de la conférence nationale, la tenue donc de la conférence nationale. Les travaux se sont déroulés du 19 au 28 février 1990. On n'en parle presque plus. Et c'est-à-dire que justement, nous maintenons les acquis, nous avons cultivé les acquis, nous les avons renforcés et nous passons à autre chose. Est-ce que c'est comme cela que vous faites la lecture de ce silence? Non, ma lecture n'est pas trop loin de ce que vous pensez. Écoutez, 32 ans après, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut demeurer dans la conférence des forces vives de la nation ou il faut se projeter pour l'avenir quand on sait que aujourd'hui notre pays a pris certaines options de développement? La question c'est de savoir est-ce qu'il faut replonger dans ce passé glorieux, s'il faut s'exprimer ainsi, ou se projeter tout simplement. Écoutez, la conférence était arrivée à une période où le peuple, tout le monde aspirait à quelque chose de nouveau. Certes, elle a projeté les bases démocratiques de notre pays, pas que le pays n'était pas démocratique, puisque nous parlons de renouveau démocratique. Alors, 30 années après, il faut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin a mal à la démocratie ou le Bénin a mal au développement? En fait, tout est question de choix. Et ma foi, si nous voulons rester dans l'ère démocratique, évidemment, nous allons oublier
l'avènement du développement et nous contenter justement de ce que, on parlera de droits de l'homme, on parlera de renouvellement à bonne instance des institutions et on se contentera justement de ce passé glorieux-là. Non, il faut aller vers quelque chose de nouveau. Pas que le peuple ait oublié, mais aujourd'hui, la conférence nationale des forces vives, elle est bonne pour l'histoire du pays, mais dans la projection du pays, elle reste un rétroviseur où on peut se mirer, mais nous n'allons pas passer tout le temps à regarder ce rétroviseur-là. Il nous faut aller vers de l'avant. Pas pour dire que la conférence des forces vives de la nation n'a pas son utilité, ne conditionne pas notre devenir, mais pour dire qu'aujourd'hui, fondamentalement, le peuple aspire à quelque chose de nouveau, qui n'est pas forcément lié à la chose démocratique, mais au bien-être qui sous-tend le développement, un développement qui permet à l'homme de se projeter, pas rester dans l'essence primaire de la démocratie, quoique la démocratie, elle nourrit et garantit justement les libertés fondamentales. Ce à quoi le peuple aspire aujourd'hui, il suffit de regarder. Écoutez, nous avons eu l'année de démocratie avec l'euphorie, la liberté d'expression, mais aujourd'hui, notre liberté d'expression, nous savons comment est-ce que nous l'avons utilisée. Nous savons ce qu'elle est devenue. Alors, est-ce qu'il faut continuer sur cette base ou, écoutez, nous reprojeter? Je pense que il nous faut peut-être une nouvelle conférence. Il nous faut peut-être une nouvelle conférence, mais celle qui là, vous jetez quand même un pavé dans la mare, parce que ce ne sera pas loin des assises nationales demandées par certains. Non, non. Cette conférence n'a rien à voir avec un dialogue national, une assise politique demandée, réclamée. Non. Je pense qu'il nous faut aujourd'hui penser notre développement et donc prendre date devant l'histoire. Au regard justement des défis que nous devons relever, il nous faut prendre date devant l'histoire pour relancer véritablement les choses. Écoutez, on n'a pas besoin forcément de s'asseoir. Aujourd'hui, vous pouvez constater que même sans être assis à une conférence, si on peut la qualifier ainsi, nous avons un visionnaire qui projette le Bénin de demain. Alors, les éléments existent aujourd'hui. Il suffira tout simplement que chacun s'en imprègne pour projeter justement ce Bénin nouveau auquel nous aspirons. Julio Tometi, est-ce qu'il y a d'autres choses à célébrer mieux que la conférence nationale aujourd'hui? Non, nous n'avons rien à célébrer de mieux aujourd'hui que la conférence nationale. Excusez-moi, j'ai entendu des choses quelque peu, pour ma part, graves de Victor Bokor, sur lesquelles je voudrais revenir rapidement. C'est comme si aujourd'hui, le Bénin a fait l'option du développement au détriment de la démocratie. Parce qu'il est allé jusqu'à dire, il est allé jusqu'à dire que cette liberté d'expression, nous voyons tous comment nous l'avons utilisée ou bien comment nous l'utilisons. Non, je ne pense pas. Vous savez, en termes de gouvernance, de politique, le plus facile, c'est de choisir entre développement et démocratie. En fait, il faut même dire, vous demandez aux grands constitutionnalistes, les deux ne s'opposent pas. Le plus grand défi, c'est de concilier les deux. Avoir aussi bien le pain que la paix. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, on ne peut pas dire qu'à un moment donné, le Bénin ait pris l'option du développement, la voie du développement au détriment de la démocratie. Bon, c'est à croire que... Cette question a quand même trouvé sa réponse. C'est à croire que la confiance nationale nous a offert les pistes de la démocratie, mais obstrue quelque peu les voies du développement. Non. Et c'est cet argument-là, que j'ai semblé noter, d'accord, à la veille de la réforme constitutionnelle de 2019. Parce qu'on a l'impression que tout de suite, en fait, après le vote par le pouvoir constituant de la réforme constitutionnelle, on a senti chez certains comme un ouf. On a dit, enfin, le mythe de la conférence est tombé quelque peu. Comme si il y avait un défi, d'accord, à remettre en cause. Comme si la conférence nationale ou la constitution qui en a débouché a été l'élément de blocage, en fait, de notre développement. Non, ce sont nos comportements. D'accord? La démocratie en elle-même, ou les pistes de la démocratie que la conférence nationale a tracées et qui demeure aujourd'hui un repère
dans l'Afrique, dans la sous-région africaine et un peu partout dans le monde, je n'ai noté jusque-là aucun revers. Ce sont comme il a dit, bien sûr le dit, ce sont nos comportements. La conférence nationale, si moi je dois l'apprécier aujourd'hui, je ne lui trouve aucun revers, je ne lui trouve que des défis. C'est les hommes qui ont manipulé ces résultats à leur guise. Et donc, il faut le dire, j'ai l'impression, comme je le disais tantôt, qu'à partir de 2019, à la réforme constitutionnelle, c'est comme si, pourquoi je dédouane un peu l'exécutif, qui a montré en fait son chemin en fait, pour dire, c'est comme si nous faisons dos à tout ce qui a été fait jusque-là et nous s'ouvrons une autre page, une nouvelle page. C'est la perception qu'on peut avoir parce que vous allez constater qu'à partir de ce moment-là, le focus qu'on avait à chaque 19 février sur en fait la conférence nationale, que même la chaîne d'information publique, l'ORTB, a tendance à relayer, à faire focus, à faire des émissions spéciales, vous n'allez plus l'observer. C'est en fait, c'est une forme, tout est coordonné en fait. Est-ce qu'en réalité, Julio Tobati, est-ce qu'en réalité, après 30 ans, quand on fait le point véritablement, ou après 30 ans quand même de la tenue de la conférence nationale, il faut toujours être dans le passé ou il faut être projeté dans le futur? Non, on n'est pas que dans le passé. Tant que, d'accord, les éléments du passé nous permettent de mieux envisager l'avenir, oui. Mais vous me dites quels sont les blocages que la conférence nationale, à travers la Constitution, par exemple, a induit. Je n'en trouve pas. Il n'y a pas. Ça veut dire que, en fait, si on tourne droit à la conférence, sur quoi vous et nous sommes attendus? En fait, on ne demande pas de tourner droit à la conférence. Non, c'est un peu ce que vous me posez. Monsieur je pense que là se trouve la véritable problématique. Non, il faut pouvoir dire à Julio Tobati, puisque vous avez répondu, vous avez semblé répondre justement à Victor Bokor, il va pouvoir nuancer ou du moins repréciser ses intentions. Et puis, on va poursuivre parce que j'ai d'autres aspects qu'on pourrait aborder. Je voudrais dire à l'ami Julio que la conférence des forces vives de la nation reste pour le Bénin un point de départ important. Pour l'histoire de notre pays, c'est important. Pour le développement de notre pays, c'est important. Il a fallu qu'à un moment donné, les gens s'asseyent et projettent le pays. En ce moment-là, nous avons fondamentalement mal à la démocratie. La question, 32 ans après, est-ce que nous avons fondamentalement mal à la démocratie? Pour ma part, ce n'était pas qu'une question de démocratie. Les circonstances qui l'ont attribué, c'est des crises. S'il vous plaît, écoutez, c'est une question de démocratie. Politique. S'il vous plaît, c'est une question de démocratie. Le peuple se sentait pressuré par un certain pouvoir. Bon, tout tournait pratiquement au ralenti. Les voix s'élevaient, étaient plus ou moins embastillées. On sentait une envie de s'exprimer, et donc de changer, et donc d'aller vers du nouveau. Le vent de démocratisation qui a commencé ailleurs est atteint également notre pays, et puis ainsi de suite. Au niveau de l'université, ça jazzait, ça brasait. Et donc tout le monde aspirait à quelque chose de nouveau. Il fallait véritablement s'asseoir pour projeter notre avenir. Nous avons estimé que nous avons mal à la démocratie et nous avons trouvé les mécanismes nécessaires pour régler les problèmes démocratiques que nous avons, pour avancer. Aux côtés des problèmes démocratiques, c'est vrai que nous avons eu des options économiques, mais malheureusement qui n'ont pas pris le dessus sur la question démocratique, parce que tout le monde aspirait à plus de liberté. Nous avons eu cette liberté au jour d'aujourd'hui. Mais 30 années après, faut-il toujours continuer par parler de liberté et occulter justement les autres pans de développement de notre pays qui ont notamment pour aspect les volets économiques et d'autres aspects importants qu'il faut embrasser. Je dis fort heureusement, chemin faisant, dans le cours normal des choses, nous avons un visionnaire qui prend la destinée du pays et qui, au lieu de m'atteler, s'arrêter pour continuer avec les questions de démocratie, estime qu'il est plus important de développer d'autres leviers du pays et donc pour projeter davantage le pays. Notamment, notre économie doit prendre un certain essor, la culture doit prendre un certain essor et le gouvernement s'attelle justement à projeter le pays, donc à faire sortir le pays, à le rendre beaucoup plus visible sur ces genres de questions. Pas que nous faisons dos à la question de la démocratie. Mieux, il y a l'ancien chef de l'État, je pense qu'à un moment donné, dans la gestion de son pouvoir, a estimé qu'il fallait aller à la dictature du développement.
comme pour dire... Bon, on en a deux quand même, il faut préciser. Ah bon, Boni non, Yayi. Boni Yayi, oui, ça s'entend. Alors, comme pour dire qu'à un moment donné, écoutez, la démocratie, à un moment donné, cela nous soulève, il a même qualifié cette démocratie de démocratie Nescafé. Pour dire en fait que cette démocratie qui nous empêche d'aller vers le développement... En fait, est-ce que la démocratie nous empêche d'aller au développement? En réalité, non, en fait, c'est justement ce qu'on en a fait. C'est justement ce qu'on en a fait. Pas que nous disons que la démocratie elle est mauvaise. Non. Nous avons un régime démocratique, mais nous n'allons pas passer tout le temps à parler de démocratie, en occultant justement les autres pans de développement de notre pays. Voilà. Il y a quand même des acquis. Et ces acquis, loin de célébrer avec, franchement, peut-être des fanfares, un certain nombre de choses, mais il faut revenir sur ces acquis, il faut partager ces acquis avec la jeune génération. Quel acquis nous avons 32 ans après? Tout est là, Romuald. Oui, si nous devons parler des acquis de la conférence, au moins ça nous a permis d'avoir une ouverture beaucoup plus large en termes d'économie. Parce que ça a été le vrai mobile, une économie beaucoup plus libérale où les gens pourront aller à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire libérer l'économie, ne pas opter pour ce système qui était le marxisme-léninisme, qui en réalité n'était pas une mauvaise option, mais qui a été à un moment donné très mal géré. Il y a cela, il y a ces acquis. Il s'agit bien sûr de la liberté d'expression. Parce que quand on parle de liberté d'expression, ça englobe plusieurs autres questions. Pas liberté pour liberté, pas liberté d'expression pour, en tout cas, empêcher l'autre d'avoir aussi sa liberté. Je crois que les acquis sont nombreux ici. On devrait les citer, on n'en finirait pas. De toute façon, nous avons eu des acquis qui nous ont permis de progresser. Si aujourd'hui, quand même aujourd'hui, il y a des réformes qu'on est en train d'apporter à certains de ces acquis, quoi qu'on dise, parce que, et c'est en cela que je rejoins un peu Victor, on ne peut pas rester saillant sur le même point, il faut évoluer, puisque le temps a évolué, nous ne sommes plus aux années 90, les réalités ne sont plus les mêmes aujourd'hui, et ça restera, quoi qu'on dise, ce miroir, ce rétroviseur que nous allons regarder pour projeter sur l'avenir. Je crois que les acquis sont là. C'est à nous de faire le classement, la classification, savoir quels sont les acquis qui pourront nous permettre d'évoluer aujourd'hui. Parce que 32 ans après, les choses ne seront plus les mêmes, quoi qu'on dise. Les acquis, Julio Toretti. La conférence nationale nous a permis, contrairement à l'effet que nous avons observé de 92, même avant, jusqu'à 99, nous a permis d'avoir une stabilité politique. Nous avons, comme beaucoup d'observateurs peuvent le noter, l'organisation régulière des élections, aussi bien législatives que présidentielles. Aucune de nos crises, des crises politiques qui pouvaient naître, ont toujours trouvé des solutions politiques, n'ont jamais dégénéré dans des rapports de force politique. Les institutions de la République ont tous bien normalement fonctionné, quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, et à chacune de leurs injonctions, quelles que soient nos dissensions, que nous soyons d'accord ou pas, le Béninois s'y est toujours plié. Et aussi, du point de vue économique, du point de vue stabilité économique, quels que soient les relents, l'autre piège de cela, comme vous pouvez le noter, c'est la grande corruption et la mauvaise gouvernance. Au-delà de ça, le Bénin peut se féliciter d'avoir eu en fait une croissance économique ou bien un vent de croissance qui permet quand même d'assurer le minimum d'accord aux compatriotes. Non, c'est l'atmosphère dans laquelle nous avons vécu jusque-là. Les seuls véritables problèmes que le Bénin avait eu jusque-là, c'est des problèmes de mauvaise gouvernance et de corruption. Au-delà de ça, le jeu politique était resté très ouvert, quand bien même les acteurs politiques ont tendance
en ce qui concerne chacun, à tirer le droit de leur côté, à manipuler les choses comme ils le veulent, mais l'essentiel a toujours demeuré, ça nous a maintenus, quoi qu'on dise, dans une certaine stabilité jusque-là. Et donc, on peut s'en féliciter. Parce que je le rappelais, en fait, le contexte dans lequel nous étions en 89, de 86 à 89, et qui nous a obligés à aller vers la conférence, ce n'était pas qu'une question de crise politique, non. C'était une crise économique, sociale et politique. Les crises politiques ont toujours existé. Ce qui vient généralement dégénérer les choses, ce sont les crises politiques et sociales. Comme quelqu'un vous le dira, vous pouvez tout faire dans un truc là, quel que soit ce qu'on dit. Quand vous touchez aux fondamentaux, on dit par exemple aujourd'hui... Mais la crise économique dont vous parlez, c'est la crise politique qui a induit la crise économique. Quand on sait que, justement, il y a des Béninois qui étaient à l'étranger et qui demandaient, justement, à un certain nombre qui agissait sur certain nombre de leviers pour assister le pays. Non. Donc, on pourrait dire que il y a une certaine... Non. Voilà. En fait, là, c'est de trouver des boucs émissaires. En fait. Mais vous savez qu'il y avait quand même des personnes... Il y a des signaux qui ne trompent pas. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quelle que soit la crise qui se passe, vous arrivez à gérer. Mais du moment où il y a cessation de paiement des salaires, quand vous touchez dans un régime comme celui-là, au salaire des fonctionnaires, soyez sûr que votre pouvoir va basculer. Et c'est ce qui est arrivé. Lorsque, on dit par exemple pour le fonctionnaire, vous pouvez toucher son salaire en l'augmentant, en le stagnant, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas le diminuer. Vous ne pouvez pas cesser de payer. Parce qu'en fait, au-delà des questions de liberté, les gens, d'une certaine manière, acceptent comment dire, quelles que soient les contraintes. Mais quand vous touchez aux questions de subsistance, parce qu'en fait, il faut dire, dans le contexte africain, quelquefois, on dit la démocratie et la liberté d'expression, c'est un luxe. D'accord? Mais les questions de subsistance, se nourrir, se vertir, d'accord? C'est toucher même à l'aisance même de la vie. Et quand vous touchez à ça, vous soyez sûr que votre pouvoir va basculer. Et en vérité, les crises politiques au Bénin n'ont pas commencé en 86. C'était depuis 92, à partir de la deuxième réforme constitutionnelle, 78, 79. Ajustement structurel. 79, mais ça n'a jamais eu vraiment d'écho. C'est à partir de 86, lorsque, sur le plan économique et social, ça a commencé par se ressentir que les trucs là, parce qu'il faut le dire dans le régime de la nuit, il faut le dire comme, non, Victor, il n'y avait pas de démocratie. Non, soyons clairs, disons les choses telles qu'elles sont, il n'y a pas de liberté, vous êtes qui pour dire quoi? Donc ça, on se contenait encore. Mais au-delà de ça, mais malgré cela, certains observateurs estimaient que, effectivement, sous le PRPB, il y avait une certaine démocratie au niveau des organisations. On vous rappellera la désignation donc, de tels représentants de quartier ou de village. On vous rappellera un certain nombre de choses. Donc, il y avait une certaine liberté qui s'observait au niveau des organisations de masse. Qui s'observait à quel niveau? Une liberté relative. Bon, donc, on pourrait peut-être donner... Non, en fait, ça, on peut aujourd'hui, quand vous dites au temps du PRPB qu'il y a la diaspora agit de ci, de ça, il y a une certaine influence. Non, on peut même le dire aujourd'hui, et c'est ce que beaucoup disent, que les relents ou bien les faiblesses que l'on ressort aujourd'hui, c'est parce qu'il y a peut-être des exilés, il y a des gens de la diaspora qui enveniment la situation, qui donnent des fausses informations, qui donnent de mauvais relais. Mais non, on ne va pas, en fait, s'il y a des problèmes, il faut les régler. Il faut trouver des solutions et non chercher de boucs émissaires ailleurs. Il faut dire qu'il y avait problème véritablement. En tout cas, vous nous avez parlé des acquis. Vous en trouvez d'autres? Oui, en termes d'acquis, la première des choses, c'est la stabilité politique qu'on a pu observer, avec l'armée qui désormais connaît sa place. Ça, c'était important. Une option économique claire, le libéralisme économique, avec la liberté d'expression qui pouvait s'en suivre. Écoutez, 30 années, 32 ans, nous n'avons fait que pratiquement cela. Bon, je dirais un peu moins de 32 ans, parce que à partir de une certaine année, on a commencé par parler véritablement économie, la restructuration de notre économie pour se donner une autre dimension. Et donc, la conférence a aidé le Bénin à exister.
On aurait pu remarquer que dans cette confusion-là, où l'armée pouvait intervenir à tout moment, finalement, la conférence a clairement défini la place de l'armée désormais et elle s'en tient à cela. Les acteurs politiques ont compris qu'à eux revenait le jeu politique et à côté de cela, nous avons eu la société civile qui est devenue plus bouillonnante. C'est là l'ère démocratique, à floraison, tout le monde pouvait parler, tout le monde pouvait s'exprimer, tout le monde pouvait agir sur des sujets donnés. Mais aujourd'hui, il nous faut revenir à certains fondamentaux. Écoutez, tout le monde n'a plus le droit à opiner sur tout. Il faut que des acteurs qui s'y connaissent ou qui se retrouvent dans ce canal. Dans une démocratie, tout le monde doit parler. Oui, non, quand je dis tout le monde ne doit plus s'exprimer, écoutez, si vous n'êtes pas politique, ne venez pas parler de la chose politique. Ah non, non, attendez. Ah non. Attendez. Le citoyen est politique avant tout. Oui, attendez. Si vous n'êtes pas politique, ne venez pas Le opiner citoyen est sur... politique. Est-ce que vous me permettez, il va préciser ses intentions. Écoutez, nous sommes dans un pays qui aspire à quelque chose de bon, de nouveau. Et je dis fondamentalement, quand vous voulez donner de la parole à des acteurs pour opiner, il faudrait regarder en amont si ces personnes-là ont la qualité nécessaire pour s'exprimer. Quand il s'agit du débat politique, des questions politiques, il revient aux acteurs politiques, justement, de nous faire voir de quoi retournent leurs idéologies, opiner sur des questions données. Bien entendu, la société civile aura un rôle à jouer, un rôle d'accompagnement, mais elle n'est pas politique. Elle jouera le rôle qui est le sien en accompagnant le politique aux besoins, mais pas en étant politique. Je veux dire que 32 années après, chacun retrouve justement son canal d'expression. Et en cela, la démocratie reste la chose la mieux partagée parce que c'est un acquis fondamental. Aujourd'hui, nous n'avons plus de problèmes démocratiques. Je vous assure, on n'a plus de problèmes démocratiques. Notre État a suffisamment maturé, sait régler ses problèmes et donc aujourd'hui aspire à quelque chose de nouveau. Sinon, nous allons rester toujours dans cette démocratie-là et nous allons oublier justement les grands défis qui permettent à l'État de se développer. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut se dire que la conférence nationale reste plus ou moins oubliée, alors qu'elle reste fondamentalement collée aux Béninois. C'est pour dire en fait que nous avons traversé avec maturité cette période-là. Et donc nous aspirons à quelque chose de nouveau. Le relais sera pris par les organisations de la société civile qui voudront nous rappeler ce passé glorieux. Le relais sera pris par nos livres d'histoire qui vont enseigner à nos enfants ce passé glorieux. Une fois en passant, nos médias reviendront sur la question de la conférence nationale. Quand viendra des moments déterminés du pays, il faut rappeler ce passé glorieux-là. Mais il ne faudrait pas, je pense, s'y accrocher, s'y attarder, au risque d'oublier justement les autres défis justement vers lesquels il faut aller. En fait, justement, 32 ans après, quels sont les défis qui... c'est vrai que vous avez commencé par parler d'économie, développement. Est-ce que ce sont les seuls défis qui nous attendent 32 ans après? Oui, avant de répondre à votre question, et si vous le permettez, je voudrais ici saluer de la mémoire de tous ceux-là qui, pendant cette conférence, qui étaient à la conférence, qui étaient des acteurs qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 22 février 90, tout le monde s'imaginait, c'était le troisième jour de la conférence, rien n'était encore clair, peaufiné, donc c'était la tension, c'était la peur. Aujourd'hui, les langues sont déliées, on commente, on parle. Bon, quatrième jour, ça restait un peu seulement. Oui, il y avait ce sentiment ça restait 6 jours, d'insécurité, d'improbabilité qui... Est-ce que ça allait aboutir à quelque chose de... Il y avait surtout ce sentiment qui... Mais aujourd'hui, qu'on en vienne à cela, aujourd'hui, c'est quand même important. Je crois qu'en termes de défis, nous restons... beaucoup de choses restent à faire. Quoi qu'on dise, la conférence reste le miroir. En termes de défis, nous avons cette démocratie à, quoi qu'on dise aujourd'hui, à parfaire. Parce que même les pays qui ont de très grandes démocraties, les pays qui ont connu les vraies démocraties continuent d'en parler, d'aller à l'école de la démocratie, de se l'enseigner. Parce que vous avez affaire à des hommes, vous avez affaire à des réalités, vous avez affaire à l'évolution du monde, évolution sur le plan politique, économique, etc. C'est tout un ensemble. Et c'est la politique qui organise tout ce... On y va maintenant au défi très rapidement.
Oui, nous parlons. Et donc, les défis sont véritablement grands pour le Bénin. Il y a, je le disais tantôt, il y a cette stabilité politique qu'il faut véritablement maintenir. Maintenir la stabilité politique, oui, c'est, ça dit, parfait, la démocratie, et permettre à tout le monde véritablement de se sentir concernés. Je ne dis pas que actuellement ce n'est pas ça, mais que ceux qui se sentent lésés, qui se sentent mis à part, si peut-être ce n'est pas de leur fait, se sentent fils du pays. Et donc, je crois que c'est de ça qu'il s'agit, une stabilité politique, une stabilité économique que nous devons maintenir. Parce que, quoi qu'on dise, les choses ont évolué. Nous avons amorcé un développement très intéressant dans le pays qui force l'admiration, qui sert d'exemple. Maintenir ça et chercher à aller à, comment on appelle-t-on, parler d'économie à 2 chiffres. C'est à cela que nous aspirons et nous croyons que ce sont des défis qui permettraient au pays, à tout le monde, de souffler et de se savoir béninois dans un Bénin révélé. Très bien. Des défis pressants? Mes défis que je voudrais relever vont à l'endroit d'un certain nombre de choses que j'ai entendues de Victor et qui m'ont fait fondamentalement mal. Et qui appellent à l'exclusion formelle du débat politique. C'est comme si il y a une catégorie de personnes, il y a une catégorie de Béninois, d'accord, qui n'ont pas leur place dans le débat politique. Victor dit, par exemple, que le débat politique appartient aux acteurs politiques. Est-ce qu'on ne peut pas dire que non. D'abord, c'est les acteurs politiques. Non. Le citoyen est le premier politique. Ça veut dire quoi? Dans cette république, on ne commencera pas sérieux. On arrivera à dire que Théodule ne peut pas faire le débat politique parce que Théodule n'est pas un acteur politique. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui m'était revenu en fait dans l'histoire de la conférence nationale. Théodore Arlot nous le racontait dans les amphis, que lorsqu'ils ont fini, quand ils ont fait les audiences foraines, ils sont venus dans un village, il y avait un élément qui avait été omis, la personnalisation des peines. Parce qu'avant, sous le régime PRPB, Théodule, lorsque votre père commet une infraction, lorsque votre frère commet une infraction, si on vient chez vous, on peut venir vous chercher. D'accord? Le vieux dit, mais je suis chez moi. Si mon père, dans la pratique que nous observons, mon fils commet une infraction, on vient me chercher, qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Les gens se sont rendus compte qu'il y a encore beaucoup d'aspects qui ont été oubliés. Vous savez, l'élite seule ne détient pas la science infuse. C'est pourquoi on dit souvent, pour mesurer la qualité de votre gouvernance, ou bien l'opinion autour de votre gouvernance, il faut aller vers la base. Le débat politique n'appartient pas qu'aux seuls acteurs politiques, n'appartient pas qu'à l'élite. Il faut que ça se diversifie, il faut que tout le monde se sente concerné. Et c'est ainsi qu'on a en vérité, comment dire, le vote de démocratie, parce que tout le monde peut se dire. Mais est-ce qu'il y a c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons de commun en fait. Est-ce qu'il n'y a pas des cibles prioritaires? Les défis. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous voyez l'univers politique être envahi par, excusez du peu, les acteurs de la société civile, parfois vous entendez certains acteurs politiques qui vous disent très clairement que cet univers ne leur appartient pas, en réalité. Que cet univers, non. Théodule, il se trompe. Théodule l'a dit tantôt. Ce qui donne du relent même à l'activisme politique, c'est même, comme vous le dites, les organisations de la société civile. Parce que pour beaucoup même de Béninois, pour beaucoup de citoyens, ce sont même les meilleurs repères en termes de l'appréciation de la gouvernance politique. Parce qu'on sait que, comment dire, l'activisme politique se base fondamentalement sur des centres d'intérêt, sur des positions tranchées. Et donc, je continue de le dire, vous ne pouvez pas dire que le débat politique appartient aux seuls acteurs politiques. Donnez-nous les défis. Donnez-nous les défis. Les défis aujourd'hui, c'est moi de le dire, comme je l'ai dit tantôt, on a tendance à croire que nombre de ces défis ont été rangés depuis 2019 à la réforme constitutionnelle. Malheureusement, c'est ça. Mais nous devons continuer avec. Aujourd'hui, le grand défi, c'est au-delà de tout ce que l'on peut dire, en fait, l'on l'observe, il faut une libéralisation de la parole. Il faut une libéralisation de l'espace. Vous sentez 32 ans après qu'il y a il faut une libération de l'espace public. Je ne vous ai pas donné des signaux. Observez. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Oui, regardez autour de vous. Si la parole est autant libérée,
si la parole est autant libérée qu'il ne l'était il y a quelques années. Je dis simplement ça. Et je renvoie chacun. Non, il ne faudrait pas. Bon, de toute façon, chacun, chacun est libre et puis il donne leur avis quand même. Vous avez mis de regarder autour de moi. Je regarde autour de moi. Voilà. Et autour de vous, il y a la parole Victor qui prend la parole. Non, sur la chute de Julio, je voudrais dire ceci. Écoutez. Et vous n'oublierez pas de nous parler des défis. Oui, des défis. Je voudrais dire ceci. Écoutez, la parole est tout à fait libre aujourd'hui. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, dans le format qui lui plaît, pourvu que cela respecte les règles de la République. Je ne pense pas que quelqu'un ait opiné et qu'on ait justement muselé cette personne pour avoir opiné sur un sujet donné quand il est resté dans son couloir. La parole, elle est tout à fait libre aujourd'hui. Écoutez, ce Bénin, aujourd'hui que nous avons, reste ce Bénin qui sait concilier la liberté de la parole, la liberté d'aller et de venir, et qui sait donner à tout un chacun la liberté de s'organiser. Je m'en vais vers les défis qui me semblent tout à fait importants. Aujourd'hui, il nous faut aller vers plus de structuration de notre économie. Il est important que notre économie soit beaucoup plus structurée. Au niveau de la décentralisation, il est important que nos tests puissent permettre la liberté à la base d'un certain nombre d'expressions. Autrement dit, que les expressions au niveau à la base soient celles qui soient davantage reconnues, acceptées. Et à côté de cela, il est important que notre ami soit davantage restructuré pour accompagner davantage cette volonté de développement du pays. Et l'autre défi, c'est de réussir à ce que chaque citoyen joue convenablement sa partition et qu'à terme, le citoyen béninois se sente véritablement patriote pour s'engager véritablement pour la cause de son pays. Parce que sur ces terrains-là, nous n'avons pas encore réussi à amener les Béninois justement à parler nation, à parler pays. Et donc, il y a encore un petit travail à faire sur ces chantiers au-delà de la restructuration de l'économie. Et donc, œuvrer davantage pour que ces différents acteurs accompagnent le désir de développement du Bénin. Autrement dit, le chantier est encore grand. Nous avons réglé les problèmes de démocratie. Il y a d'autres défis qui s'imposent à nous. Structuration de l'économie, organiser le pays pour que chaque membre, chaque acteur se sente fils du pays. Voilà les terreaux sur lesquels il faut avancer. Il faut remercier justement les décideurs qui aujourd'hui nous donnent de rêver de ce Bénin-là, qui aspire à quelque chose de nouveau. Parce qu'il faut le remarquer, si hier nous étions plus ou moins pas trop fiers, aujourd'hui nous avons de bonnes raisons de dire, écoutez, nous sommes béninois, nous sommes fiers. Et ce sentiment-là que la gouvernance nous donne d'avoir, nous souhaiterons que cela soit beaucoup plus amplifié en chacun de nous pour que chacun accompagne véritablement et joue sa partition dans le développement du pays. Nous avons 6 minutes encore à passer ensemble. Je voudrais une prise de parole, certainement qu'on y reviendra, sur quand même cette question. Vous savez que le 21 février, ou le 21 février est consacré donc à la Journée internationale des langues maternelles. J'espère que vous savez bien parler votre langue maternelle. Justement, aujourd'hui, la thématique s'articule autour du rôle potentiel donc d'amener par le biais des technologies à quand même développer une culture du multilingue. Donc, il faut savoir parler plusieurs langues et tout cela. Il y a de ces journées que nous avons, mais qu'est-ce que nous faisons de ces journées, surtout celles-là qui se consacrent à nos langues maternelles? Julio Tometi. Vous savez, les langues d'une manière générale sont une grande richesse. Une grande richesse en ce sens que, vous savez, les pays qui généralement ont conquis le monde, ce sont ces pays qui sont arrivés d'une manière ou d'une autre à imposer leur langue aux autres et à les rendre quelque peu universelles, comme le français, l'anglais et bien d'autres langues. De sorte que malheureusement, nous sommes submergés et les nôtres ont des difficultés à s'éclore même dans nos territoires. Et donc, ça demeure pour nous un défi assez grand. Parce que, regarde, vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai cette difficulté-là. Je m'essaie aujourd'hui un peu au fond, d'accord. Je m'apprends à apprenti à locuteur fond, mais le problème c'est que nous avons tendance à réfléchir d'abord dans une autre langue et être amené à traduire cette langue-là dans notre langue maternelle. Ça devient une difficulté, ça devient une problématique sur laquelle véritablement nous devons réfléchir. Et réfléchir, est-ce que ça ne passe pas déjà
par l'éducation à la base et la culture que nous imprégnons, même déjà dans nos maisons. Parce que vous savez, il y a cette tendance aujourd'hui, hier et encore aujourd'hui, comme on le faisait à l'école, en nous faisant porter des trucs là d'escargot, quand nous parlons nos langues. Ce que nous appelions signal. Voilà, que tu es obligé de payer par moment aussi. Que l'on n'entend pas langue vernaculaire, on nous punissait pour ça. Aujourd'hui, il y a encore un fait très grand, assez grave qui se passe et vous ne pouvez pas imaginer. Si vous avez par exemple votre fille, votre garçon qui commence les premières années de l'école et qui n'est pas un bribe en français, qui ne comprend rien que le fond, quand il entre en classe, il sera en retard. Parce qu'à la base, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'enseignant, c'est comme en anglais en 6e, lorsque l'enseignant commence en français, quelques 2 ou 3 apprenants prennent, ça veut dire que lui continue. C'est comme si tout le monde avait compris. De sorte que les parents sont obligés, d'accord, d'oublier ça, que d'une manière ou d'une autre, ils vont comprendre les langues nationales. Et à la base, mais déjà à 1 an, c'est-à-dire on commence pas à apprendre, à répondre à l'enfant en français, l'obliger à parler français. Et on est fiers de voir notre fille ou bien notre garçon de 1 an, de 2 ans, dans ses premiers mots, s'exprimer en français. C'est suffisamment grave que l'enfant, dans ses premiers mots, dans ses premières articulations, soit obligé de s'exprimer dans une langue. Parce que, en fait, ce que nous sommes dans un monde aujourd'hui de numérique, de technologique. Et donc, l'expansion de notre langue passe par là. Aujourd'hui, vous avez Google en anglais, en français, en Yoruba, mais en fond, ce n'est pas encore le cas. Parce que, en fait, en Yoruba, les gens ont fait un travail sérieux pour en arriver à commencer par imposer sur la sphère internationale. Vous risquez de ne pas libéraliser la parole. Victor Boko. Non, vous savez, nos langues maternelles, surtout pour les enfants, c'est la langue qui leur permet justement de traduire les réalités, les premières réalités, et de comprendre leur monde et de comprendre leur environnement. C'est avec cette langue-là que l'enfant découvre ce qui se passe autour de lui et cherche à comprendre son monde. Il se fait malheureusement que avec cette langue-là, nous avons une difficulté parce que nous n'avons pas trouvé la méthodologie nécessaire pour permettre à cette langue-là de s'exprimer, d'être une langue vivante, mais nous avons plutôt fait l'option de choisir justement au Bénin la langue française comme étant la langue de travail. Ce qui fait que tout le monde aspire justement à mieux parler français, à comprendre français, et malheureusement cette réalité nous rattrape. Nous avons des enfants aujourd'hui qui, excusez-moi, ne comprennent pas la langue maternelle et donc ils sont obligés, comme je l'ai dit, de reconvertir le français en fond pour chercher à comprendre le mécanisme alors qu'il fallait partir du fait de le comprendre en fond et donc de traduire justement cette réalité-là dans le français pour lui rendre la chose beaucoup plus accessible. Je voudrais compter c'est une invite. Je voudrais compter sur C'est une invite donc aux décideurs. Oui, je crois que c'est suffisamment grave ce que nous faisons en occultant, en mettant de côté notre langue maternelle. Je crois que le gouvernement fait déjà un travail, la direction de l'alphabétisation, s'il y en a ce gros travail à faire. Et je crois que même avant ce gouvernement, il y avait ce système par l'apprentissage compétent où, au cours en classe, en situation de classe, il y a certains enseignants qui s'efforcent à parler la langue maternelle, en tout cas du milieu aux enfants. Il y a même des écoles pilotes actuellement. Des écoles pilotes. Pour leur permettre de comprendre véritablement ce qui est enseigné, parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui est enseigné que d'abord à partir de votre langue maternelle. Je crois que c'est un sujet très important. On y reviendra. Et il faut parler, il faut qu'on accorde du prix à nos langues maternelles, parce que c'est un grand levier de développement à ne pas négliger. Très bien. Merci, chers invités. Merci à vous, Victor Boko, analyste politique, Julio Tometti, juriste. Merci également à vous, Théodule Onsa.